vision. Et c'est là où le changement est très important, c'est-à-dire avec Ibn al-Haytham, on change complètement de registre. On ne s'intéresse pas à la vision uniquement, mais on s'intéresse aussi à la lumière comme agent physique. C'est-à-dire c'est le premier qui va étudier la lumière comme une substance physique. Pas forcément pour la vision, et qui déconnecte les deux d'ailleurs. Il s'intéresse à la vision, effectivement à l'optique physiologique, il va développer l'optique physiologique, il va aller plus loin que ce que les Grecs, tels que Euclide, Ptolémée ou Galien, avaient fait. Et donc il va plus loin dans cette étude. Mais par contre, ce qui est vraiment important, et il faut insister là-dessus, c'est que c'est le premier qui s'intéresse à l'étude de la lumière en tant que substance physique. Et il corrigera cette idée que ce n'est pas l'œil qui fait projeter une lumière pour pouvoir voir, mais ce sont plutôt les objets qui, en illuminant en quelque sorte, qui sont perçus par l'œil. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, avant lui, il y avait, pour simplifier, il y avait deux théories qui régnaient, la théorie de l'extramission et la théorie de l'intromission. C'était plutôt la théorie de l'extramission qui a dominé, qui était un peu plus ou moins imposée par Euclide notamment et ensuite par Ptolémée. Effectivement, on pensait que c'était l'œil humain qui, par un feu intérieur, qui envoyait des rayons qui vont prendre une copie des objets externes et c'est comme ça qu'on voit le monde externe. Et lui, il a dit non, ça c'est totalement faux. Donc c'est vraiment, on est à un changement de paradigme. Et c'est à partir de là qu'effectivement, il s'est intéressé d'abord à la vision, mais aussi à la lumière, comment elle se propage, comment elle y réfléchit, comment elle se réfracte, et puis même à des questions sur les aspects physiques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la lumière et comment expliquer les phénomènes lumineux. Alors, il avait un argument de taille et d'évidence, c'était que si on reste dans le paradigme de l'extramission, on pourrait voir la nuit. Tout à fait. Et comme on ne voit pas la nuit, donc de fait, ce n'est pas l'œil avec un feu intérieur qui projette une sorte de spot lumineux, mais c'est lorsque les objets sont éclairés que l'œil les perçoit. Ce sont des idées peut-être simples, en tout cas qui nous paraissent aujourd'hui des idées simples, mais il faut revenir à l'époque, on est Xe siècle, début du XIe siècle, et effectivement, c'est une révolution intellectuelle, conceptuelle, philosophique et scientifique. Oui, et on ajoute que c'est lui qui a mis en pratique, sans le savoir, le fameux rasoir d'Occam. Pourquoi aller à des choses plus compliquées quand au niveau des théories, on a des choses simples? L'argument le plus classique à propos du rasoir d'Occam, si j'entends un galop, je ne pense pas au zèbre, je pense au cheval. C'est-à-dire qu'il faut aller à ce qui est plus simple. Et là aussi, dans son raisonnement, il voulait établir des théories plutôt simples. Un autre aspect, professeur Boudliwa, c'est quand il a fait la dissection de l'œil. On a en tout cas des gravures ou des planches, on aurait dit, qui sont proches de celles déjà de Galien. Alors, est-ce que ce sont des connaissances qu'il a réactualisées ou tout simplement les deux dissections se sont trouvées dans une forme de congruence et elles sont jointes? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre une chose très simple, encore une fois, c'est qu'en fait, lui, contrairement à ses prédécesseurs, il a fait ce qu'on appelle à la fois de l'optique physiologique descriptive et de l'optique physiologique fonctionnelle. C'est-à-dire il est allé beaucoup plus loin, non seulement disséquer effectivement l'œil pour comprendre, ou en tout cas pour décrire l'objet de cette étude, mais aussi il a apporté des aspects sur le fonctionnement. Comprendre quel est le rôle de chaque organe et comprendre comment l'image se constitue. Et sur cet aspect, pour revenir un peu à sa théorie, il y a aussi quelque chose d'important à souligner, c'est qu'on est passé d'une vision, en tout cas de la production de la vision d'un objet dans sa totalité, à quelque chose qui va devenir produire une image point par point. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fondement de ce que nous connaissons aujourd'hui, la construction des images à travers des lentilles ou à travers des systèmes optiques. Maintenant, on sait qu'effectivement, chaque point d'un objet émet un rayon et après, c'est le système optique qui va reconstruire cette image. Oui, et donc
précisera le rôle de la conjonctive, de la cornée, du cristallin. Tout à fait. Et pour l'époque, c'était d'une grande modernité. Il était dans cette approche de physicien expérimentateur, parce qu'effectivement, il faut aussi le souligner, c'est le premier, j'ose dire, c'est le premier physicien au sens propre du terme, tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, effectivement, non seulement il s'intéresse aux phénomènes naturels pour essayer de les comprendre, de les expliquer, mais aussi d'apporter des modèles physiques et de mathématiser les phénomènes. C'est très important aussi. Et effectivement, dans cette approche, c'est ce qui lui a permis d'ailleurs, cette étude de l'optique physiologique, c'est ce qui lui a permis aussi de développer d'autres aspects, comme par exemple la caméra obscura, la chambre noire, qui sont connectés d'ailleurs. En fait, en étudiant la chambre noire, il a aussi, dans sa tête, c'est une supposition, mais on peut penser qu'effectivement, en étudiant la chambre noire, il pensait aussi à faire des expériences pour comprendre comment s'effectue la vision. C'est pour ça qu'il faisait des expériences en variant le diamètre du trou par lequel passait la lumière et ainsi de suite.